Dans un contexte mondial marqué par des défis économiques croissants, le Togo s'engage dans une nouvelle démarche pour mieux comprendre et structurer son économie réelle. Le recensement général des entreprises, RGE, dont la deuxième édition est en cours de préparation, s'impose comme un outil stratégique pour cartographier le tissu entrepreneurial national et orienter les politiques publiques. Le RGE2 vise à dresser une radiographie complète du paysage économique togolais en mettant en lumière les forces et faiblesses des différents secteurs d'activité. Les résultats attendus ne sont pas uniquement destinés aux décideurs publics, mais également aux investisseurs privés et partenaires au développement. En fournissant une cartographie précise des entreprises, le recensement permettra de mieux orienter les investissements vers des secteurs stratégiques et d'accompagner la formalisation des activités informelles. L'un des enjeux majeurs est la capture de la réalité du secteur informel, qui représente une part importante de l'économie togolaise et qui fournit près de 88% des emplois. En intégrant ces acteurs dans ces analyses, le recensement pourrait ouvrir la voie des politiques inclusives visant à formaliser progressivement ces activités tout en préservant leur dynamisme. Alors que le recensement vise à mieux structurer l'économie togolaise, il pourrait aussi révéler des réalités moins visibles, comme les entreprises dites fantômes. Ces structures, parfois inscrites sur les registres officiels sans véritable activité, pourraient impacter la fiscalité et la compétitivité des entreprises légales. Le RGE2 représente ainsi une occasion unique pour identifier ces entités et évaluer leur influence sur l'économie nationale. Ensemble des activités non enregistrées ni réglementées par l'État, le secteur informel constitue le pilier central de l'économie togolaise, employant près de 88% de la population active, soit environ 3 millions de personnes. Il englobe une diversité d'activités allant du petit commerce aux services artisanaux en passant par les transports informels. Bien qu'il contribue entre 20% et 30% au produit intérieur brut PIB du pays, ce secteur présente des défis majeurs. L'absence de protection sociale est l'un des plus préoccupants. Sans couverture médicale ni assurance, les travailleurs informels restent vulnérables en cas de maladie ou d'accident. De plus, l'accès au financement reste limité, les banques exigeant des garanties souvent inaccessibles. Résultat, des conditions de travail précaires et des revenus instables. À Lomé, le revenu horaire moyen dans l'informel est estimé à 277 francs CFA, avec une forte disparité entre les hommes, 349 francs CFA, et les femmes, 184 francs CFA. Comparativement, en Afrique subsaharienne, le secteur informel représente en moyenne 40% du PIB dans les pays à faible revenu et 35% dans ceux à revenus intermédiaires. Des pays comme le Bénin et le Niger connaissent des réalités similaires, notamment dans les secteurs du commerce et de l'artisanat. Toutefois, la prédominance du secteur informel au Togo soulève une question centrale. Comment améliorer les conditions de ces travailleurs sans fragiliser l'équilibre économique qu'ils représentent ? Si la formalisation pourrait garantir à ces travailleurs plus de sécurité et accroître les recettes fiscales de l'État, elle risque aussi d'alourdir les charges des petits entrepreneurs. La solution passe par un accompagnement progressif, une simplification administrative et un meilleur accès au crédit. En attendant, des millions de Togolais continuent de travailler dans l'ombre entre nécessité et incertitude. Le Togo prend activement part à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Le pays y est présent avec 6 productions sélectionnées pour les compétitions du festival. Cette participation s'inscrit dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement du cinéma et de l'audiovisuel. Il faut signaler que le Togo participe à cette fête culturelle avec une délégation de 40 professionnels du cinéma et de l'audiovisuel conduite par la ministre de la Communication, des médias et de la culture, Yawa Kouigan. Il s'agit d'une vitrine qui doit inspirer et ouvrir de nouvelles opportunités aux créateurs togolais. Rappelons que quelques 235 films ont été retenus en sélection officielle sur le plan international dans diverses catégories. Parmi eux, 17 films sont en lice pour les Talons d'Or de Yenenga. Pourquoi l'Afrique languit-elle après la suspension de l'aide américaine au développement ? Pour certains, cette réaction est normale puisque l'aide américaine au développement intervient dans plusieurs domaines de la vie sociopolitique et économique de plusieurs pays d'Afrique. Au lendemain de l'annonce faite par le président Donald Trump de suspendre momentanément son aide au développement,
des associations, des ONG et même des projets et programmes d'État avaient exprimé la peine que cette suspension leur cause, vu la part que cette aide occupe dans le financement de tous ces projets et programmes. Mais pour d'autres, cette suspension est une occasion, une fois encore, pour l'Afrique de se donner les moyens de compter sur elle-même quand il s'agit de financer les projets sociaux en faveur de ses propres populations. Le premier scénario qui avait mis à nu l'incapacité de l'Afrique à compter sur elle-même fut la pandémie de Covid-19. Aujourd'hui, c'est la suspension de l'aide américaine qui risque d'exposer la vulnérabilité du continent malgré ses richesses. Selon l'agence américaine, 40 milliards de dollars est le budget de 2024. Au professeur Kakonou Boupo de préciser que près de 20 milliards de dollars sont consacrés à l'Afrique chaque année. Mais en voyant le flux financier illicite qui quitte le continent en direction du monde, l'Afrique ne devrait pas s'inquiéter. D'après les chiffres de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement CNUSED, les flux financiers illicites sont estimés à plus de 90 milliards de dollars par an. Comment volatiliser 90 milliards de dollars par an et soupirer après 20 milliards de dollars? Cette suspension, bien que brusque, selon certains économistes, est une opportunité pour l'Afrique de renforcer sa lutte contre la corruption, la gabegie, le népotisme pour être finalement capable de financer son propre développement. Sur la route, certains ont le pas aussi lourd que leurs armes. 8000 soldats pour une grande marche de la garde républicaine. Épreuve d'endurance organisée tous les ans, cette année l'événement est une démonstration de force en pleine guerre dans l'est du pays. Sur son passage, le cortège est ravitaillé en eau sous les encouragements de certains automobilistes. Fin de marche, retour au camp et passage en revue des troupes par le commandant de la garde républicaine. Les forces armées congolaises se savent attendues au tournant depuis que le M23, soutenu par le Rwanda, a pris le contrôle des villes de Bukavu et de Goma. Personne ne va défendre notre intégrité territoriale à votre place. Si vous pensez que la solution va venir de l'extérieur, vous vous trompez. La solution de notre pays, c'est vous, moi et notre peuple que vous avez vu en train de nous applaudir pendant la marche. Au même moment, dans l'est du pays, 20 combattants présumés des FDLR sont remis à l'armée rwandaise par le M23. Parmi eux, des hauts gradés, accusés d'avoir activement pris part au génocide des Tutsis en 1994. Certains sont visiblement trop jeunes pour y avoir participé, mais tous sont escortés jusqu'au poste frontière séparant la ville congolaise de Goma de la ville rwandaise de Gisenyi pour y être fouillés un à un. Au Rwanda, des autorités compétentes vont s'occuper d'eux. Nous allons les remettre à la justice pour enquête. Ceux accusés d'avoir participé au génocide seront jugés comme tels. Ceux impliqués dans d'autres crimes seront entendus. Quant aux innocents, ils seront envoyés à Mutobo pour une formation à la réinsertion civile. Fondés par d'anciens Hutus rwandais, les FDLR sont pourchassés par Kigali, qui justifie d'ailleurs sa présence dans l'est de la RDC par leur présence active. Nous recevons chaque soir des appels d'alerte, d'insécurité, des coups de feu, de tout ça. Ce sont les FDLR qui viennent encore insécuriser la population congolaise. Les habitants doivent participer, dénoncer ces gens. Selon l'armée rwandaise, leur arrestation au Congo et leur transfert au Rwanda contribueront à la pacification de la sous-région. Il y a un an, ces images secouaient le Tchad, le siège du Parti socialiste sans frontières de Yaya Dillo, détruit par l'armée. Recherché par les forces de l'ordre pour avoir fomenté une présumée tentative d'assassinat, l'opposant Yaya Dillo est tué lors de l'assaut, à quelques semaines de l'élection présidentielle pour laquelle il se portait candidat. Un an après, l'enquête promise par les autorités tchadiennes est toujours sans suite, mais selon le gouvernement, la justice suit son cours. Il y a une commission qui va faire la lumière sur cette affaire qui est en cours de route. Cette commission, elle va faire son travail en temps voulu. Je compatis avec la douleur des familles, bien entendu.
Mais le temps de la justice est parfois un temps long. Nous regrettons le décès de Yaya Dillo dans les conditions dans lesquelles il est décédé. Mais il s'est attaqué aux institutions de l'État. Et il se trouve que le monopole de la violence légitime appartient à l'État. Ce samedi 1er mars, sa famille a publié un communiqué dans lequel elle fustige l'inertie des autorités tchadiennes. Le sujet est sensible. C'est sous le couvert de l'anonymat qu'un proche accepte de témoigner. Pour nous, la famille, aujourd'hui, le gouvernement du Tchad ne nous apportera rien du tout. Donc on attend, s'ils acceptent, s'ils sont sincères, je peux dire, qu'ils laissent la communauté internationale de s'impliquer pleinement pour dire le droit. Parce que nous, on veut seulement savoir pourquoi il est mort. Dans ce même communiqué, la famille de Yaya Dillo a annoncé vouloir saisir la justice française et plusieurs instances internationales, dont la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples de l'Union africaine, ainsi que le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Le décès d'un enfant de 4 ans à Kampala a relancé les inquiétudes sur l'état réel de l'épidémie d'Ebola en Ouganda, malgré l'optimisme des autorités qui avaient affirmé que la situation était sous contrôle. Samedi, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé le décès de ce petit enfant, la deuxième victime de l'épidémie, après le premier décès tragique d'un infirmier le 30 janvier dernier. Début février, 8 patients, tous en contact avec les premiers cas, avaient quitté l'hôpital en bonne santé. Ce rétablissement avait laissé entendre que la crise sanitaire était derrière le pays. L'enfant de 4 ans qui avait été hospitalisé à Kampala est décédé après avoir été infecté par la souche soudanaise d'Ebola. L'OMS et les autorités sanitaires continuent de renforcer la recherche des cas contacts, mais la situation reste fragile. En particulier, l'absence de vaccin contre cette souche spécifique du virus complique considérablement les efforts pour éradiquer l'épidémie. En temps normal, difficile de trouver des dates en début de Ramadan. Mais cette année, l'ingrédient star du mois de jeûne est boudé par les consommateurs. En cause, le prix. Compte tenu des conditions actuelles, impossible d'acheter les produits de Ramadan. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit entre le chef de l'armée, Abdel Fattah al-Burhan, et son ancien adjoint, Mohamed Hamdan Daglo, qui dirige les forces de soutien rapide, une organisation paramilitaire. Cette situation a plongé le pays dans la quasi-famine et une catastrophe humanitaire. Les prix des denrées explosent. On est victime de la guerre et on souffre du manque de revenus. J'aimerais que les commerçants en tiennent compte, mais les prix sont très élevés, en particulier à Port-Soudan. Certains prix sont stables, mais le prix du sucre est passé de 1000 livres soudanaises à 120 000. Cette semaine, l'ONU a prévenu que le pays pourrait sombrer dans l'abîme et que des centaines de milliers de personnes pourraient mourir si la guerre ne s'arrête pas. Le plan de reconstruction de Gaza que propose l'Égypte est pratique, faisable et réalisable, sans nécessiter le déplacement des Palestiniens de leur terre, a tenté de rassurer samedi le diplomate égyptien alors qu'il recevait le Premier ministre palestinien au Caire. Ce plan vise à contrer la proposition controversée du président Donald Trump. La seule façon de mettre fin à ce cycle de violence et d'agression incessante est de présenter une vision politique qui offre au peuple palestinien l'espoir que ses aspirations légitimes peuvent se concrétiser par la création d'un État indépendant sur l'intégralité de son territoire. De plus, comme l'a souligné son Excellence, le plan de reconstruction est un projet pragmatique avec des objectifs clairs à court terme, totalement faisables et réalisables, sans qu'il soit nécessaire de forcer quiconque à quitter sa terre. Nous devons entamer ce processus pour unifier les deux parties de la nation palestinienne, à Gaza et en Cisjordanie. Nous travaillerons donc à l'intégration des différentes organisations, qu'elles soient de services, administratives ou sécuritaires, afin de créer un seul État avec un système unique, une législation commune et une armée unifiée.
Nous avons abordé tous ces points et espérons qu'avec le soutien de nos frères égyptiens, ces efforts progresseront et que le sommet arabe adoptera le plan préparé pour permettre d'avancer. Sur le terrain, Israël a bloqué l'aide humanitaire destinée à Gaza après un désaccord sur les conditions de la trêve avec le Hamas. À Kairouan, une ville historique fondée en 670 en Tunisie, l'artisanat du cuivre est une tradition séculaire, particulièrement vivante à l'approche du mois sacré du Ramadan. Mais cette tradition ancestrale se trouve aujourd'hui menacée par de nombreux défis. Le cuivre est le matériau le plus sain par rapport à tous les autres matériaux et les gens veulent embellir leur cuisine. Ils veulent que leurs outils soient propres et beaux. Les clients viennent de Tunis, de Nabeul et de tout le pays entier parce qu'ils savent qu'à Kairouan, nous ne travaillons qu'avec du cuivre de qualité. C'est vrai qu'il y a des marchands qui font de la contrefaçon, mais ici, il ne reste que 4 personnes qui font ce métier. Malgré la concurrence, les véritables artisans restent rares, mais conservent leur clientèle, à l'image de Fatih Adelaoui. À l'occasion du Ramadan, chaque année, nous sortons les marmites en cuivre. Cela fait partie du patrimoine de nos ancêtres et de notre famille. Chaque année, nous les renouvelons ici avec les artisans du cuivre, car les aliments cuits dans ces ustensiles sont plus sains que les produits en plastique ou autres. Mais derrière cette tradition se cache une réalité plus difficile à vivre. Pour Ramani Chabani, artisan de cuivre de 3e génération, il évoque ici de nombreux défis rencontrés au quotidien malgré son engagement pour la préservation de cet artisanat. Les difficultés sont trop nombreuses. Nous nous réveillons à 2 heures du matin. Hier, je suis arrivé ici à 3 heures du matin et encore je suis là. Au final, le client me paye 40 ou 50 dinars. Nous ne gagnons presque rien. Si cela continue, il n'y aura plus d'artisans de cuivre dans 5 ans. Après avoir dégainé la cigarette, il ne me reste que 20 ou 30 dinars. Nous espérons que le gouvernement sera attentif à la situation réelle des artisans traditionnels. La demande en ustensiles en cuivre, bien que constante à l'approche du Ramadan, ne suffit plus à garantir la survie des artisans locaux.